C'est un véritable plaisir d'être avec vous à ce moment précis pour échanger une fois encore sur une thématique technique. N'oubliez pas, notre souci, c'est de faire en sorte que les personnes, les organisations, les structures, les entreprises se portent mieux, qu'elles puissent accroître leur chiffre d'affaires, améliorer leurs résultats, tisser de nouvelles relations, mieux se positionner dans cet environnement de plus en plus concurrentiel. Alors, je suis Dr Justin Ompati, vous le savez. Ce soir, nous allons échanger, je vais vous faire une petite présentation autour de la thématique que voici et rendre son OSC efficace. La question se pose fondamentalement de savoir, lorsque nous considérons une organisation de la société civile, ou plus précisément, de manière beaucoup plus matérielle, lorsque nous considérons une organisation non gouvernementale, ou bien lorsque nous considérons une association de développement, ou une amicale, une mutuelle, une coopérative, une structure qui regroupe plusieurs personnes, les contours qui nous sont imposés généralement sont des contours que je peux appeler des contours juridiques. C'est-à-dire, pour créer un syndicat ou bien pour créer une ONG, il faut un congrès, il faut rédiger des statuts, il faut un règlement intérieur, il faut un règlement financier. Le règlement financier est de moins en moins exigé. Il ne faut pas la suite la réalisation du contrat d'association, c'est-à-dire il faut un cadre, un moment précis, généralement 4 heures, 5 heures, où on échange, on retient un certain nombre de points et on baptise donc cette organisation. On va même jusqu'à dire que c'est porté au fond baptismaux. On baptise cette organisation. Nous allons remarquer, et nous avons remarqué, et vous le savez comme moi, que depuis le renouveau démocratique, depuis les années 90, et le renouveau démocratique a entraîné l'explosion des organisations de la société civile. Parce que la démocratie marche avec un espace de liberté, un espace ouvert de liberté. Et quand on dit liberté, il y a en point de mire la liberté d'association. Et la liberté d'association se met en œuvre dans le cadre d'une association, d'une ONG, et d'un club de football, de handball, et dans le cadre d'une équipe de travail, etc. Alors, si les contours juridiques généralement sont imposés par l'État, nous remarquons depuis 1990 que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des organisations, des ONG, des OSC naissent. Et vous entendez un tel qui dit mon ONG, un tel autre qui dit mon association professionnelle, par exemple l'association des juristes du Bénin, par exemple l'association des informaticiens et diplômés de la Russie, ou bien l'association des footballeurs de la commune, d'une commune donnée. Je donne par exemple la commune de Calavi. Alors, ces associations, ces organisations-là, ces ONG-là, elles sont florissantes. Elles naissent. On en a de multiples. Il y en a tellement qu'on se demande, mais à quoi peut servir encore la création de nouvelles ONG? Il faut le dire, dans le cadrage juridique, c'est vrai que je ne suis pas là pour échanger avec vous sur le cadrage juridique du milieu associatif. Mais c'est important, en se fondant sur un certain nombre d'éléments d'ordre juridique et social aussi, quelque part, c'est important de se fonder là-dessus pour pouvoir faire ressortir l'ONG. Je voudrais parler des OSC en général, mais parler surtout de l'ONG. L'organisation non gouvernementale, de manière pratique et matérielle, sera perçue comme
une organisation qui a pour mission d'intervenir dans un domaine dans lequel l'État est attendu, dans un domaine où l'intervention de l'État est attendue, et cette intervention, elle n'est pas totale, ou bien elle n'y est pas du tout, alors plusieurs personnes vont se constituer en ONG pour pouvoir prendre en charge ce secteur-là et régler les problèmes de développement qui se posent au niveau de ce secteur. C'est ça. Contrairement à l'association professionnelle qui a pour mission de regrouper les personnes exerçant le même métier ou la même profession et ces personnes étant regroupées dans ce cadre-là vont travailler à ce que leur situation professionnelle s'améliore. C'est à distinguer du syndicat qui utilise généralement comme technique d'action la grève, etc. Une association professionnelle n'est pas dans ce rôle-là. Et c'est encore différent d'une association de développement qui ici a pour base territoriale une commune ou un village et avec des projets en liaison avec les problèmes de développement communautaire par rapport à cette localité. Ce que nous avons remarqué, on a constaté que les gens se hâtent de créer des ONG, mais ces ONG ne sont pas efficaces. Et des gens ont l'idée de donner tel nom ou telle dénomination à telle ONG, à telle association, et essayent parfois même contre la pratique, essayent même de copier des statuts d'autres organisations, et on s'arrange, c'est peut-être organisation pour l'épanouissement de la jeune fille, c'est peut-être l'organisation pour le développement durable de telle localité, etc., etc. Mais votre organisation non gouvernementale ne sert véritablement à rien lorsqu'elle n'existe que de nom. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué, et jusqu'à récemment, ça se poursuit, surtout au moment où les bailleurs de fonds, on les appelait, aujourd'hui ils sont des PTF, surtout au moment où les bailleurs de fonds apportaient des ressources financières dans le domaine, par exemple, de la lutte contre le sida, dans le domaine, par exemple, de la lutte contre l'excision, quand on prenait le domaine de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les dénonciations de pratiques de mauvaise gestion, et le domaine, par exemple, le secteur culturel, je pense rapidement à l'Union européenne, à la GIZ et à d'autres structures de financement, d'accompagnement des organisations. Alors, on a remarqué que ces ONG dont nous parlons là, à part quelques-unes qui essaient d'être efficaces, elles attendent que telle structure, c'est peut-être une ambassade, ou bien c'est un programme de coopération au développement, et la structure lance et met en place des financements, et c'est en ce moment-là que l'organisation essaye maintenant de se positionner, de se donner une mission, de se donner une vision, d'élaborer un projet. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que lorsque vous êtes une organisation non gouvernementale, ou bien une association professionnelle, ou encore une association de développement, et que vous fonctionnez en mercenariat ou en mercenaire, vous êtes là, vous n'existez pas, vous ne fonctionnez, vous n'opérez pas des actions sur le terrain. Et c'est lorsqu'une structure quitte l'étranger par un accord de coopération avec votre État, c'est peut-être l'État malien ou l'État nigérien ou l'État togolais, parce que cette structure-là ou cet État étranger a noué un partenariat ou une coopération avec votre État pour mettre à disposition peut-être 5 milliards afin d'accompagner les ONG dans le secteur de la lutte contre le harcèlement sexuel ou la lutte contre la pauvreté. C'est en ce moment-là que vous vous réveillez de votre sommeil, que votre organisation se réveille de son sommeil pour pouvoir se mettre au pas afin de capter ces ressources-là. Ce n'est pas bien. Et quand ça se passe comme ça, ces structures étrangères, ces partenaires étrangers ne prennent pas cette organisation au sérieux. C'est la raison pour laquelle, généralement, dans les documents qui sont demandés, on vous demande de prouver l'existence légale. Voilà, on appelle ça l'existence légale. On vous demande de démontrer que votre structure existe légalement et est efficace depuis quelques années, depuis au moins 5 ans.
Au minimum 6 millions depuis 2 ans. Alors, que faut-il faire? Alors, au niveau du cabinet Dr Justin Mpati, mon équipe et moi, nous avons mis en place un processus par lequel nous accompagnons les organisations non gouvernementales et toute autre organisation de la société civile, même les organisations ecclésiales. Parce que, vous voyez, la loi se resserre de plus en plus sur les organisations ecclésiales. Elles doivent désormais tenir une comptabilité. Et peut-être qu'il y a d'autres contraintes qui viendront plus tard. D'où la nécessité pour ces organisations-là de se faire accompagner par des techniciens, pas des experts, pas des consultants. Les experts, les consultants, les spécialistes ne sont pas chers. Et il y a plusieurs bases de négociation, et il y a plusieurs bases d'accompagnement. Alors, quel est le processus de manière globale? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et je sais que ceux qui sont intéressés pourront contacter qui de droit pour qu'on puisse aller plus dans le détail. La première étape, là, c'est une étape fondamentalement juridique et contractuelle. C'est-à-dire quoi? Vous avez eu l'idée d'une organisation non gouvernementale, vous lui avez donné un nom, vous avez rédigé les statuts, vous avez tenu congrès, vous avez sorti un procès verbal et tout ça là, tout ce cadrage juridique est respecté. Vous avez accompli les formalités qu'il faut, vous vous êtes fait déclarer et on vous a donné votre récépissé, c'est bon. Mais ce n'est pas encore ça. Le droit à lui seul ne produit pas la richesse. Il faut maintenant entrer dans la deuxième phase. Et je voudrais que les ONG qui m'écoutent, qui ont des difficultés véritablement à opérer sur le terrain, puissent entrer maintenant, puissent oser entrer dans la deuxième phase. Quelle est la deuxième phase? En quoi consiste cette deuxième phase? La deuxième phase, je l'appelle la phase de la politique et de la stratégie. Quand je dis politique, je ne parle pas de politique au sens des partis politiques. Je parle de politique dans le sens des sciences de développement, c'est-à-dire la ligne globale d'intervention d'une organisation. C'est ça. C'est de ça que je parle quand je dis politique. Alors, vous devez aller à ce que nous appelons le document de politique et de stratégie. Vous devez partir fondamentalement de votre mission, de votre vision, de vos objectifs et vous doter de documents stratégiques. Si vous avez vous doté de documents stratégiques par l'accompagnement technique nécessaire, vous allez voir que vous aurez les coudées franches pour aller maintenant vers l'élaboration des programmes, des projets de développement. Parce que, prenons l'exemple d'une organisation non gouvernementale qui a pour mission d'accompagner les jeunes filles dans leur scolarisation. Une organisation du genre aura un document de politique et de stratégie dont le public cible sera les jeunes filles en âge d'être scolarisées. On sait très bien que les jeunes filles sont confrontées, les filles sont confrontées à des situations de grossesse non désirée. Cette ONG-là, elle a lutté à prévenir cette situation-là. On sait que les jeunes filles, et en milieu scolaire généralement, pour quitter le CM1, pour passer entre le CM1, le CM2, la 6e, la 5e, il y a une bonne partie de filles qui connaissent la déperdition. Soit pas pour raison de grossesse ou pour raison de pauvreté, etc. Donc, il y aura la mise en place de bourses d'études, la mise en place d'accompagnement financier, etc. Accompagnement psychomoral, etc. Cette ONG-là aura cette période-là du processus scolaire de ces apprenants-là dans sa ligne de mire. On sait également quand la 4e, la 3e, la seconde, généralement, et surtout en terminale, lorsqu'elles ont échoué au bac 1, 2, 3 fois, elles quittent. Elles quittent pour devenir quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les maintenir dans le système? Alors, cette ONG-là, que j'appelle par exemple Organisation pour la sécurité des jeunes filles, Organisation pour une scolarisation efficace des filles de la vallée de l'Ouémé par exemple, doit se doter d'un document de politique et de stratégie. Et je ne vais pas me mettre à donner des détails ici. Et c'est de ce document de politique et de stratégie que 1 ou 2 programmes doivent sortir. Le programme étant perçu comme une manière de regrouper 2 ou plusieurs projets.
Ouais, dans la stratégie, vous avez la vision, la mission, vous avez la politique, hein, et de cette politique-là, ou de ce document de politique-là, vous avez le plan, et de ce plan, vous avez ou les programmes, et de programmes ou des programmes, vous avez des projets. De manière à ce que vous avez peut-être projet 1, projet 2, projet 3. Il y a peut-être un projet qui tourne autour de la mise en place de bourses d'études pour les jeunes filles. Il y a peut-être un autre projet qui tourne autour de l'appui aux jeunes filles dans l'appui à domicile, maîtriser les coûts, etc. Ou bien TD, des choses du genre. Il y a peut-être un autre projet qui est relatif peut-être à l'appui, à l'accompagnement des parents de ces filles. Alors, ces projets-là étant montés, des financements seront mobilisés. Les partenaires techniques et financiers, les structures qui accompagnent financièrement, elles prennent plus au sérieux les ONG, les ESC, qui partent des problèmes de leur localité, des problèmes de leur public cible, pour déboucher sur des programmes, des projets, afin de rechercher des financements. Ces structures-là prennent plus au sérieux ces ONG-là, plutôt que des ONG qui attendent, qui croisent les bras, qui attendent que la manne vienne du ciel, que peut-être l'Union européenne, ou bien peut-être la GIZ, ou bien l'USAID, ou bien, je ne sais, une organisation vienne de l'extérieur, peut-être du Danemark, ou bien de la France, ou de quelque part, et qu'elles disent, bon, il y a tel financement de 5 millions de petits projets, et qu'on court maintenant pour s'arranger, pour rentrer quelque part afin de capter l'argent. Parfois même cet argent qui est capté, c'est généralement mal utilisé. Parce que les instruments techniques et stratégiques de management de ces organisations non gouvernementales-là n'existent pas. Il faut déjà que l'organisation commence par avoir une existence physique, par avoir un cadre physique. Il est impossible, à l'heure du numérique, ou à l'ère du numérique, il est impossible d'être une organisation non gouvernementale sans domicile fixe. Vous voyez? Donc, la première étape, c'est une étape purement juridico-sociale. La deuxième étape, c'est une étape stratégique et technique. La troisième étape, c'est l'étape de la recherche de financement. Hein? Et on vous prend plus au sérieux parce que vous aurez à envoyer ces documents-là vers les structures qui doivent vous appuyer. Encore qu'il y a des choses véritablement qu'une organisation non gouvernementale peut faire sans forcément faire recours au financement extérieur. Donc voilà un peu quelques éléments importants qu'il faut prendre en compte dans le management de vos organisations, le management de vos structures, de manière à ce que l'organisation non gouvernementale, sans être forcément une entreprise, on peut encore dire que c'est une entreprise sociale, sans être une entreprise marchande, va s'approprier les outils de management stratégique, les outils de management opérationnel, les outils de management d'entreprise, la rigueur, le rigorisme dans le pilotage des actions, le pilotage des activités, de manière à ce que cette ONG-là, cette organisation-là puisse être efficace sur le terrain. Je crois que si on fait une étude bien documentée, difficilement on pourra trouver 20% des organisations non gouvernementales sur le territoire béninois ou sur le territoire togolais véritablement efficaces. Et la même réflexion que je mène, elle va en direction je ne les appelle pas artisans, je les appelle les entreprises artisanales. Quand vous prenez par exemple une couturière, une coiffeuse ou bien un couturier, son atelier et tout ça, on pourra y revenir pour être beaucoup plus utile aux artisans. Parce que la réussite commence dans la tête. Lorsque vous pensez que l'intéressé est un artisan, vous avez raté. L'artisan, en réalité, c'est une entreprise artisanale. Il a un local. Dans ce local-là, il y a un bureau. Il y a un atelier là où il fait ses coupes, là où il fait ses productions. Il y a un lieu de présentation de ses réalisations, de ses produits. Vous voyez, il doit avoir un système de management, il doit avoir un système de marketing et lui-même doit être doté d'un mental et d'une personnalité qui ne déchante pas. Ce sont là quelques techniques, c'est quelques clins d'œil en direction du développement personnel, du coaching. Donc, que ce soit l'association des couturiers, association professionnelle, association des artisans, ONG, club de football,
on doit pouvoir intégrer tout ça dans une démarche stratégique en se disant qu'on vise le long terme, le moyen terme, le court terme et qu'on doit pouvoir être efficace. Voilà un peu des réflexions que j'apporte, je mets à votre disposition. Je souhaite vraiment que vous allez plus loin dans vos analyses, dans vos réflexions et n'hésitez pas à tendre la main à des partenaires. De commencer déjà par penser à des partenaires médias, penser à des organes de presse, des organes de communication. Et votre image, il y en a qui sont spécialistes du soin à donner à votre image, à l'image de votre organisation, à l'image de tout ce que vous faites. Et n'ayez pas crainte parce que les gens disent « je n'ai pas l'argent ». Mais il y a des stratégies de réussite à peu de francs. Sans l'argent, sans beaucoup d'argent, on peut faire de grandes choses.